Chers téléspectateurs Tandem TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme, toujours accompagné de mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre, j'ai nommé Pug Tim. Bonjour Tim. Bonjour Galit, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va bien, il fait une chaleur à crever dans notre pays de France. Eh bien, comme chez nous, comme chez nous. Alors, Pug, aujourd'hui, on va aborder deux sujets que nous refusons de banaliser. Toi, avec Nation pour Israël, nous, ici, en Israël. Alors, contrairement, bien sûr, aux médias mainstream, qui, eux, n'en parlent quasiment plus, comme si le meurtre ou l'agression violente d'une personne de confession juive était devenu un fait divers qui digne uniquement des petites lignes en fin de journal. Alors, on va parler aujourd'hui du meurtre d'Eliaou Haddad, assassiné à coups de hache dans le crâne par un jeune homme qu'il connaissait, un musulman de confession, un Tunisien, de confession musulmane. Et ensuite, en deuxième sujet, nous aborderons l'agression ultra-violente dans le centre-ville de la ville, en plein centre-ville de Strasbourg, il y a quelques jours, d'un cycliste au look ultra-orthodoxe et qui lui a valu 6 semaines d'arrêt de travail. Alors, je te propose qu'on commence tout de suite. Prêt? Oui, je suis prêt, allons-y. Allez, c'est parti, je contextualise comme d'habitude. Alors, on commence tout de suite avec le meurtre sordide et tragique d'Eliaou Haddad, passé sous un silence médiatique assourdissant. Eliaou Haddad était un homme de 44 ans, surnommé Eyal, juif d'origine tunisienne qui vivait seul dans une petite maison de Seine-et-Marne, dans la commune de Longperrier. Eliaou était un homme obèse et de santé fragile. On peut dire que c'était un original, un marginal, qui vivait entouré de ses animaux. Il avait des chiens, il avait même une chèvre. Il hébergeait parfois des gens contre de petits travaux, souvent des sans-papiers. Eliaou Haddad avait le sens de l'hospitalité. Le vendredi 19 août, dans la soirée, une de ces personnes de passage, un homme de 24 ans, musulman d'origine tunisienne, fracasse le crâne de ce pauvre Eliaou à coups de hache. 2 jours plus tard, le dimanche 21 août, l'assassin présumé se présente à la police et déclare donc avoir tué Eliaou Haddad, qui sera retrouvé donc par les forces de police enfoui dans le terrain de sa maison. L'assassin est immédiatement bien sûr mis en examen et placé en détention provisoire. Le procureur a déclaré que pour l'instant, rien ne porte à retenir le caractère antisémite comme circonstance aggravante. L'assassin et la victime se connaissaient depuis plusieurs années et Eliaou hébergeait donc cette personne, son meurtrier, par intermittence. Alors Pug, toi, qu'en penses-tu? Eliaou le juif, assassiné par son colocataire musulman sans aucun motif antisémite, encore, est-ce possible d'après toi? Je vais rester prudent parce que j'ai lu un article de maître Elie Korchia qui représente la famille Haddad et je crois qu'il est... Il est président du consistoire de France en fait, du consistoire central. Oui. En plus, donc voilà. Ouais. On va rester prudent parce que maître Korchia l'a demandé. Il y a eu on va dire des dérapages d'informations. On ne sait pas d'où c'est venu, mais il y a eu cette rumeur que le visage d'Eliaou aurait été brûlé. Enfin, donc, maître Korchia a tenu à rétablir un certain nombre de vérités et à appeler à la prudence. Je vais le faire parce qu'effectivement, c'est comme toutes ces affaires de meurtre, c'est complexe, c'est très technique d'un point de vue juridique et il faut pas évidemment sauter aux conclusions. Cela dit, ça s'est encore produit. Ouais. Voilà, c'est terrible à dire et finalement la phrase clé, elle est juste là. Ça s'est encore produit. Comme à chaque fois,
on se perd en conjecture. Antisémite, pas antisémite, quelle part d'antisémitisme, et puis à quel pourcentage d'antisémitisme on le met. Est-ce que c'est pas juste un règlement de compte entre deux personnes qui se connaissaient. Ce que moi j'ai du mal à comprendre, si tu veux, c'est que bon, les avocats, ils vont chacun de leurs petits commentaires, Maître Corchia également, et finalement, quel est le point commun avec Sébastien Selam, avec Ilan Halimi, avec Sarah Halimi, avec Mireille Knoll, avec René Adjadj, je crois un peu plus tôt cette année. Pourquoi est-ce que, si ce sont des règlements de compte entre personnes, et en fait leurs origines n'a strictement rien à voir, pourquoi est-ce que ces règlements de compte impliquent toujours, ou souvent, un ou des assassins musulmans et une victime juive? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'inverse? Est-ce que les Israéliens ou les Juifs sont si mauvais en close combat qu'ils se font systématiquement dominer par les musulmans? Ça me paraît un peu étrange. S'il y avait vraiment des règlements de compte comme ça, on aurait, sans que ce soit du 50-50, on aurait quand même un certain nombre de cadavres juifs et un certain nombre de cadavres musulmans. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette sempiternelle ritournelle de un musulman a tué un juif, déjà. Ensuite, pourquoi est-ce que ces règlements de compte sont toujours commis avec une barbarie particulière? C'est-à-dire que, je ne vais pas revenir en détail, Ilan Halimi, c'est monstrueux. Sarah Halimi, les rapports sont terribles. 22 fractures rien que sur le visage. Mireille Knoll, brûlée après avoir été poignardée à je ne sais combien de reprises. René Adjadj balancé du 17e étage de son immeuble. Et là, on apprend que Eliaou Haddad a été assassiné, tu as dit à coups de hache, j'ai aussi entendu à coups de couteau. Donc en fait, il y aurait les deux, ouais. Ce qui montre une barbarie d'une haine farouche soudainement libérée, en fait, comme une pulsion là qui sort et qui est devenue complètement incontrôlable. Pourquoi, troisième question, pourquoi est-ce que dans les enquêtes, ces fameux règlements de compte, ce serait une affaire de personne à personne? Pourquoi est-ce que la justice n'arrive pas à nous dire avec précision, voilà le contentieux, il se devait 500 € parce que l'un avait prêté à l'autre et ainsi de suite, ou il y en a un qui a insulté sa mère, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déterminer un motif précis, un enchaînement précis d'événements qui arrivent au meurtre? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas que l'assassin a des circonstances, sans dire des circonstances atténuantes, mais que en fait, par exemple, Sarah Halimi, elle avait commencé à taper sur son assassin, et lui, comme il était plus fort qu'elle, il l'a fini, et que en fait, au départ, c'est une histoire d'argent. Pourquoi est-ce que là, on n'arrive pas à nous dire l'enchaînement et quel serait véritablement le motif de ce règlement de compte, de ce différend personnel entre l'assassin musulman et la victime juive? Peut-être parce qu'il n'y en a pas, je sais pas, je pose la question. Pourquoi est-ce que dès qu'on cherche un peu dans les réseaux sociaux des assassins ou dans leur passé ou ainsi de suite, on finit toujours par trouver une petite allusion à la Palestine, sans qu'elle soit particulièrement violente. Alors sans qu'elle soit particulièrement... Là, c'était quand même relativement violent, puisque sur les réseaux sociaux, on peut voir l'assassin d'Eliaou Haddad en train de brûler un drapeau d'Israël. Oui, et en même temps, je te dirais que ce genre de manifestation, c'est un peu de la violence passive, on va dire, telle que les gens de gauche aiment bien la brandir. C'est-à-dire qu'on brûle des symboles, mais on s'en prend pas aux gens, et ainsi de suite. Donc, on pourrait toujours dire, enfin, excusez-nous, mais entre brûler un drapeau et tuer une personne à coups de hache, c'est quand même un saut dans l'horreur et dans le passage à l'acte qui est pas si évident que ça, et je serais prêt à l'entendre. Dans un autre cas, je serais prêt à l'entendre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours, dans le passé du présumé meurtrier,
une allusion à la Palestine, une allusion au protocole des sages de Sion, aux usuriers juifs, aux Rothschild qui gouvernent la terre. Pourquoi est-ce que systématiquement dans le profil de ces gens-là, on finit par retrouver ça? Pourquoi? Ça, c'est une des questions qui vraiment, je commence à avoir vraiment du mal à comprendre de la part des médias, là, pour le coup. Pourquoi est-ce qu'on nous dit non, c'est pas antisémite, la victime et son assassin se connaissaient? Ouais, enfin, excusez-moi, mais Sébastien Selam, c'était un ami. Ouais. Ilan Halimi, bon, il les connaissait pas personnellement, ouais. mais c'est quand même au travers. Ils ont pas repéré Ilan Halimi parce qu'il avait une étoile de David autour du cou et qu'ils l'ont attrapé comme ça. Ils ont essayé d'entrer dans son affect avec cette jeune femme qui l'a dragué. Donc il y a une volonté, on pourrait presque dire qu'il y a ce modus operandi de faire ami avec la victime. René Adjadj était son voisin. C'est son voisin. Mireille Knoll, c'était un gamin qu'elle connaissait depuis toujours. Enfin, et donc au final, pourquoi est-ce qu'on essaye d'évacuer le motif antisémite en disant non, c'est pas possible, ils se connaissaient, alors qu'en fait c'est quelque chose qui revient systématiquement dans ces affaires-là, et qu'au final on devrait considérer que c'est un facteur aggravant. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire que c'est idéologique, qu'on ne veut pas pointer du doigt, parce qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire que, bien évidemment, même si tous les juifs assassinés ou agressés ces dernières années en France l'ont été par des personnes de confession musulmane, on est d'accord, toi et moi, que tous les musulmans ne sont pas des assassins. Alors, factuellement, d'un point de vue purement judiciaire, on est assassin, en tout cas en France, lorsqu'on a été condamné par la justice pour meurtre. Là, on peut avoir effectivement le titre d'assassin. Jusque-là, ce ne sont que des invectives. Mitterrand assassin ou Macron assassin, ce ne sont que des invectives. Lorsqu'on a été condamné, là, on peut être véritablement appelé assassin. Donc là, effectivement, d'un point de vue purement judiciaire, l'écrasante majorité, je ne veux pas me risquer à un pourcentage, mais je veux dire, la quasi-totalité des musulmans en France ne sont pas des assassins. Il faut pas tomber là-dedans. Mais tout de même, la question que tu poses, pour moi, elle est pertinente. Et au final, pourquoi est-ce que l'État français, pourquoi est-ce que les médias, pourquoi est-ce que les grands penseurs de ce monde ne veulent pas y répondre à toutes les questions en fait que je viens de poser auparavant? Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas y répondre? Parce que je pense, je ne me suis jamais que ce soit sur Nation pour Israël ou dans ma vie personnelle, je me suis pas caché derrière du politiquement correct. Je vais pas commencer aujourd'hui. Il y a des réponses qui sont intolérables, effectivement, pour le politiquement correct aujourd'hui. Voilà. Il faut, pour moi, c'est très clair. Mais la réponse intolérable, d'après toi, c'est que la victime est juive. Bon, les victimes sont juives, ou il faut surtout pas pointer du doigt, stigmatiser, faire de vagues par rapport aux musulmans. C'est ça surtout, c'est qu'en fait on veut pas admettre qu'il puisse y avoir dans la culture islamique et dans la religion islamique une composante intrinsèquement antisémite qui entre en collision directe avec les lois de la République. On veut pouvoir dire, et c'est tout à l'honneur de la République française et des Français en général, on veut pouvoir dire, chez nous, toutes les religions sont admises et on a l'absolue liberté de confession, de pensée, de conscience. Et quand on commence à dire, ah non, cette religion-là, elle a des principes, des préceptes qui entrent en collision frontale avec les lois de la République, eh ben, c'est la loi de la République qui doit l'emporter, et s'il faut que force reste à la loi face à cette religion-là, eh bien on va l'employer. Ce que je suis en train de dire, ça me fait passer là immédiatement pour un facho d'extrême droite, mais je viens de me taper l'Action française sur Nation pour Israël, donc j'ai rien à craindre. Je veux dire, ils me détestent. Je pense que l'extrême droite me déteste autant que me détestent les islamistes, donc j'ai pas de problème. Mais je peux te montrer quelque chose. Je t'en prie.
l'un de mes premiers livres de quand j'étais enfant sur l'histoire de l'islam, c'est celui-ci. C'est Hachette Collection, ça date de 1980 pour te dire. Ouais. C'est des petits livrets de quelques pages sur l'histoire des grands personnages de l'histoire. Et c'est fait avec beaucoup de respect de l'islam parce qu'en fait la main que l'on voit ici, c'est celle de Mahomet parce qu'il n'est pas représenté dans le livre, pour ne pas les questions de caricature et ainsi de suite. Et ben, tu vois, dans ce livre qui est extrêmement neutre, on va dire, qui se veut historique au premier abord, et ben on apprend en effet que le siège de Médine, 627, en 625, lors de la bataille d'Ohod, les Médinois, à leur tour, sont vaincus par les Mécois. Mahomet lui-même est blessé. Cette défaite prouverait-elle que Mahomet n'est pas l'envoyé d'Allah? À Médine, c'est ce que murmurent beaucoup de juifs et de douteurs. Mahomet apprend qu'une tribu juive complote contre lui. Il l'expulse de Médine. La plupart des juifs gagnent Khaybar et Mahomet confisque leurs biens. Ça se termine, ce passage, donc après, voilà, il y a la bataille des fossés, ainsi de suite. Ça se termine. Après le départ des assaillants mécois, Mahomet se retourne contre les Juifs, dont la fidélité lui semble suspecte. La page d'après nous parle de Mahomet, les Juifs et les chrétiens, et nous explique que il est déçu de voir que les Juifs et les chrétiens ne veulent pas le reconnaître comme prophète. Il estime que les Juifs ne respectent pas leurs lois et que les chrétiens se montrent infidèles à l'Évangile. Bon, ils essayent en fait de montrer que en fait, tout en nous expliquant qu'il y a un lourd contentieux entre les Juifs d'Arabie et Mahomet, la doctrine qu'il essaye de promouvoir n'est pas antisémite, mais c'est bien ce que je veux dire. Il y a dans l'histoire de l'islam une composante intrinsèquement antisémite qu'il faut savoir regarder en face, en fait. Et ça, c'est ce que la République française ne veut pas faire. Mais comment est-ce que tu expliques que là, tu es en train de nous parler d'un livre, d'un texte qui raconte une histoire qui a eu lieu il y a 600, 700 ans, 800 ans, 1000 ans? Oui. 1300 ans, je sais pas, l'islam, c'est quoi? C'est 1300 ans? C'est 1300 ans, mais à peu près, oui. 1400 même. Comment tu expliques que ça ait perduré et que ça se soit transmis comme une tradition, en fait, cet antisémitisme intrinsèque? Si tu veux, je te renverrai là aussi vers ce livre, alors écrit par un chrétien qui partage un musulman, un ancien professeur d'histoire de l'islam à Al-Azhar au Caire, qui est devenu chrétien, donc il partage une partie de sa conversion et ainsi de suite. Donc les gens qui ont peur d'être convertis au christianisme contre leur gré, surtout ne lisez pas, parce qu'il se peut que ce soit prosélyte pour vous. Mais il explique, c'est un ancien professeur d'histoire de l'islam, et en fait, il explique justement ça, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus loin que le petit livret que je t'ai montré, et en fait, il parle effectivement de la bataille de Khaybar, que après la reddition de Khaybar, Mahomet a pris deux jeunes femmes juives et les a fait passer l'une après l'autre devant les corps des juifs qui avaient été tués. Aucune tolérance pour le judaïsme, nous dit-il. Environ une année plus tard, donc après la bataille de Khaybar, Mahomet a déclaré dans un sermon qu'il continuerait à détruire la communauté juive d'Arabie et qu'il purifierait le pays du mal des juifs et du judaïsme. Bon, voilà. Si on considère que ce monsieur ancien musulman converti peut-être possède une haine un peu particulière contre les musulmans, on peut aussi lire Djihad et haine des juifs de Matthias Kunzel, un professeur d'histoire en Allemagne, préface de Pierre-André Taguieff, avant-propos de Boualem Sansal, qui est lui-même algérien. On peut aussi lire le Coran et se faire une opinion pour soi-même, se dire que c'est pas si franc que ça dans le Coran, parce qu'il y a des moments où effectivement faut être gentil avec les gens du livre et ainsi de suite. Il y a des moments
tu pourchasseras les associateurs et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et il faut rajouter les hadiths. Et donc tout ça pour dire, Oui. il y a une composante intrinsèquement antisémite à l'islam. Et quand je dis intrinsèquement, ça veut dire que dans l'histoire de l'islam, dans l'exemple du prophète qui est aujourd'hui considéré par les salafistes comme l'exemple absolu, l'exemple parfait que tout bon musulman devrait suivre, eh ben, le prophète est quand même quelqu'un, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est antisémite? C'est un peu anachronique pour l'époque, mais en tout cas qu'il a un très très lourd contentieux avec les juifs parce que les juifs ne le reconnaissent pas, c'est très clair. Très clair. Mais quand même, là, pour en revenir au cas d'Eliaou Haddad avec le jeune homme qui l'hébergeait, parce que, donc là, on rappelle, Eliaou Haddad, il a 44 ans, il héberge ce jeune homme qui en a 24, donc 20 de moins. On imagine qu'il n'a pas un doctorat en études islamiques, ce jeune homme. Et donc, qu'est-ce qui aurait fait que... Voilà, est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est vraiment une composante, j'ai envie de dire presque naturelle chez les musulmans? C'est quand même bizarre parce que pour toi, le fait que l'assassinat, en tout cas le meurtre d'Eliaou Haddad, ça ne fait aucun doute pour toi qu'il y ait une composante antisémite ou que ce soit complètement antisémite. Alors, je vais revenir à mon propos initial, c'est-à-dire je vais rester prudent par respect pour la famille, pour l'avocat, pour la procédure en cours. La liste des questions que je pose et les débuts de réponse que moi je donne, oui, pour moi, en mon fort intérieur, finalement presque jusqu'à preuve du contraire, je vois pas quel peut être le motif d'une haine aussi farouche qui fait que on finit un homme à la hache. C'est d'une violence rare quand même. Il faut quelque chose de très très personnel et de très très intime presque, de très profond pour aller attaquer quelqu'un à l'arme blanche déjà. Je veux dire, dans les tranchées de 14-18, le combat à la baïonnette et au poignard, c'était le pire. Tous les soldats redoutent ça parce que l'issue est absolument terrible. C'est la mort les yeux dans les yeux. Donc, enfin, autant quand on tire à distance, on peut se dire, je l'ai peut-être raté, ainsi de suite. Bon, oui, moi, j'ai beaucoup de mal à considérer que l'antisémitisme n'ait absolument aucune influence. Et qu'une culture antisémite, qu'une culture, tu me dis, il n'a pas un doctorat en histoire de l'islam, je l'entends bien. La plupart des SS n'avaient pas un doctorat en antisémitisme non plus. On leur avait enseigné presque... Je vais te donner un exemple, alors peut-être qu'en Israël, vous n'avez pas la même chose, mais moi je regarde ma propre vie. Moi, les Juifs, pour plein de raisons que j'ai expliquées dans un livre, c'est un peuple qui m'est cher parce que j'entends et je lis leur histoire depuis que je suis gosse. Donc pour moi, c'est mes héros en fait. Mais je vois simplement la façon dont dans le quotidien des Français, quand on dit le mot gitan, l'espèce de moue un peu méprisante. Qu'est-ce qu'on connaît en fait aux Gitans, aux Roms, aux Tziganes? Qu'est-ce qu'on connaît à leur culture? Qu'est-ce qu'on connaît à leur mode de vie nomade qui en fait leur donne un sens de l'honneur, un sens de l'honnêteté qui est très différent du nôtre en fait. Et est-ce qu'il est meilleur ou pire que le nôtre? Encore une fois, ça dépend du point de vue. Ça dépend de pas mal de choses. Alors on dit par rapport à la loi française, bon, ils sont un peu voleurs. Oui, mais le fait est que le mode nomade produit davantage ça. C'était le cas des Indiens d'Amérique, c'était le cas des Mongols, c'est le cas beaucoup de tribus nomades ce sont des chasseurs-cueilleurs, donc ils prennent ce qu'ils ont à disposition. Alors que les sédentaires, ce sont des gens qui travaillent la terre et pour eux la propriété c'est vachement important. Donc en fait, tu vois cette espèce de mépris sans rien connaître des Gitans, on a un peu naturellement cette espèce de quand il s'agit des Roms. Et donc, j'ai envie de te dire, dans une culture où ce genre de choses est sans même être activement cultivé,
Dans la culture, je dirais dans la grande culture islamique, quand les valeurs de cette culture au sens large et de cette civilisation au sens large comportent en fait méfie-toi des Juifs parce qu'ils ont empoisonné le prophète et parce qu'ils se sont et ainsi de suite. Enfin, sans aller dans quelque chose. C'est quelque chose qui est très, dans l'éducation depuis petit en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, et je dirais c'est plus traditionnel que vraiment culturel. Alors, c'est là que je vais aller encore un peu plus loin et qu'on va sans doute m'accuser d'une forme d'islamophobie, mais est-ce que ça veut dire que toute personne juive en France et dans le monde qui côtoie des Mahométans, des musulmans, est-ce qu'elle est en droit de se demander si elle va finir comme la sombre liste que j'ai évoquée plus haut? Moi, ma réponse, c'est malheureusement oui. Parce que c'est vrai que l'histoire de ces dernières années te donne raison, parce qu'en tout cas, oui, il y a un risque clair. Oui, parce que tant qu'on n'a pas de la part des musulmans qu'on côtoie une réflexion authentique, et ça existe, j'en ai vu, j'ai discuté moi avec des musulmans sur Nation pour Israël, qui se posent des questions, j'en ai côtoyé moi-même quand j'étais plus jeune et en fait qui prennent du recul tout à fait par rapport à leur tradition et qui comprennent, qui font le Ramadan comme la plupart des catholiques en France fêtent Pâques, c'est-à-dire on se fait un apéro sympa entre copains, quoi. Donc je suis pas en train de dire que dès que le type se revendique musulman, il est un danger potentiel de passage à l'acte. Par contre, en effet, on peut se demander à quel point, à quel moment peut-être la pensée plutôt islamiste ou plutôt pro-fondamentaliste, parce qu'on est dans une époque un peu de perte de repères, donc on se raccroche à quelque chose qu'on connaît et qui donne une identité, donc là l'identité islamique, et que en fait, à quel moment on va passer à l'acte en se disant jusque-là je méprise un peu les juifs, mais je passe à l'acte déjà en concevant dans ma tête que je les hais, et de là au passage à l'acte réel, il n'y a qu'un pas. Oui, malheureusement, quitte à me faire accuser d'islamophobie, je crains que, à partir du moment où l'exemple suprême des musulmans, c'est un prophète, Mahomet, qui a juré de combattre les juifs, comment est-ce que tu veux que on dise aux musulmans, vous pouvez rester parfaitement musulmans et suivre parfaitement l'exemple du prophète, sauf celui-là? Ouais. Alors justement là, dans le cas du pauvre Eliaou Haddad, on doit dire quand même que il y a une instruction donc qui a été qui a débuté. Il y a eu autopsie après le meurtre qui a confirmé, l'autopsie a confirmé donc l'attaque à l'arme blanche d'une extrême violence. Entre-temps, Maître Korchia, comme tu le disais tout à l'heure, a œuvré pour aider la famille à faire venir le corps ici, en Israël, et pour qu'il soit enterré dans la ville au cimetière dans la ville de Beersheva. Et puis l'instruction, donc maintenant, a débuté, va suivre son cours, et on verra si, cette fois-ci, j'ai envie de dire, la circonstance aggravante de l'antisémitisme sera prise en compte, et on verra comment, dans quel sens va s'orienter l'enquête. Si elle va s'orienter vers une composante antisémite, si elle va prendre en compte cette composante, ou si elle va, comme pour l'affaire Sarah Halimi, l'écarter complètement et nous parler peut-être d'une perte de conscience due à l'alcool ou à la drogue. Voilà. Je vais pas refaire le procès de l'affaire Sarah Halimi, mais je suis désolé, moi j'ai des collègues landais qui se bourrent la gueule tous les samedis soirs et ils se foutent sur la gueule après les matchs de rugby pour ensuite manger le saucisson tous ensemble. Ça ne se finit pas en drame à coups de hache la plupart du temps, il y a des drames bien sûr, mais l'alcool, très bien. Moi quand je suis bourré, j'ai envie de faire des bisous à tout le monde, j'ai pas envie de tuer des juifs.
Tu vois, donc en fait, même quand on dit non mais il avait fumé un pétard de trop, il avait bu un verre de trop, oui mais ok très bien, comment passe-t-il à cette haine antisémite Ouais. alors que typiquement moi je suis un mec qui est mort de rire quand il est bourré et qui a envie d'embrasser tout le monde. Ouais. Il y a C'est sûr. l'antisémitisme, on veut pas le voir. Et parfois, c'est ça le plus terrible aujourd'hui. Il n'y a pas besoin qu'il soit absolument manifeste, écrit noir sur blanc pour qu'il soit présent. Mmh. C'est ça qui est terrible. Alors, il y a aussi cette, comme tu disais tout à l'heure, entre guillemets, cette collaboration presque, puisque les médias n'en parlent pas. Cette affaire est passée sous silence. Il y a très très peu de médias qui en ont parlé. Et d'ailleurs, je vais aborder le deuxième sujet de la soirée. C'est un sujet auquel, avec tout ce que tu as expliqué là, tu as déjà abordé, je pense, tout ce qu'on pourra dire sur ce deuxième sujet. Mais quand même, on va le raconter car celui-là aussi est passé quasiment sous silence médiatique. Alors, il s'agit donc de l'agression, là ici, ultra-violente d'un cycliste juif orthodoxe en plein centre-ville de Strasbourg. Ouais. C'était le dimanche 4 septembre, vers 10h50 du matin, alors qu'il était parti à vélo faire ses courses. Un homme, juif bien sûr, dont on n'a pas ici encore l'identité, elle n'a pas encore été révélée. Un homme qui est dans la quarantaine, est agressé et jeté à terre. Alors, la victime, facilement identifiable comme étant un juif religieux grâce à ses tzitzit qui sortaient de son pantalon noir et à sa barbe, roulait donc sur une piste cyclable du centre-ville quand il croise la route d'un individu au comportement immédiatement hostile et agressif. L'agresseur, à vélo lui aussi, aurait tenté de le renverser à 2 reprises, sans succès, et il s'est donc jeté sur lui pour le faire violemment tomber à terre, quand son objectif était de le faire tomber sur la route. Alors, pour maître Raphaël Nizan, l'avocat de la victime, dont on ne connaît toujours pas, comme je le disais, l'identité, il ne s'agit absolument pas d'un accident et l'agresseur voulait clairement faire tomber la victime sur la route pour qu'elle se fasse, pourquoi pas, écraser par une voiture. Pour la victime et son avocat, le caractère antisémite de l'agression ne fait aucun doute et les policiers eux-mêmes, d'après les propos de maître Raphaël Nizan, l'auraient admis lors du dépôt de plainte. Maître Nizan dit assumer, préciser que l'agresseur a un profil maghrébin et qu'il aurait agi sous l'impulsion et l'opportunité d'agresser un juif sans l'avoir vraiment prémédité. La victime a donc déposé plainte, souffre de diverses blessures et fractures, ayant entraîné donc un arrêt de travail de 6 semaines. L'agression, par chance, a été filmée par les caméras de vidéosurveillance d'une école juive à proximité et une image claire et nette de l'agresseur a pu être comme cela fournie à la police. Alors bien sûr, là, et une fois n'est pas coutume, il y a eu accusation et condamnation unanime du conseil municipal de la ville de Strasbourg, une municipalité de gauche, écolo, et qui a annoncé espérer une sanction exemplaire de la part de la justice. Alors Puck, voilà, je pense que tu as dit, ça se rapproche un petit peu de ce que tu viens d'analyser. Voilà ta réaction sur, encore une fois, ce type d'agression. Dans ta présentation, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants et qu'il faut commenter. Quand tu dis que c'est un homme qui partait faire ses courses en vélo, il est identifiable comme étant un juif religieux grâce aux franges, donc vous appelez les tzitzit. Les tzitzit, ouais. Voilà. Encore faut-il savoir ce que c'est. Alors, je vais donner un exemple très simple qui va être peut-être un peu choquant pour vous, évidemment, mais qui pour moi est très très parlant. Je ne sais pas si tu as déjà vu, ça s'est fait à plusieurs reprises, il y a des humoristes ou des acteurs qui, soit pour faire les cons, soit pour faire des expériences sociales, se déguisent en Adolf Hitler et se promènent dans les rues. Ouais.
Et on voit les réactions des gens face à ça. Et finalement, les seuls qui réagissent, t'imagines moi, voyant un type qui se promène en tenue d'Adolphe, le type, il va se faire... tu vas le frapper. Je vais peut-être pas le frapper au premier abord, mais je vais lui foncer dessus et lui dire, dis-moi que c'est une blague et dépêche-toi parce que dans à peu près 3 secondes, t'en prends une. Pourquoi ? Parce que je sais ce qu'il porte. Je sais la croix gammée, je sais la veste brune et ainsi de suite. Je sais la petite moustache et ainsi de suite. Je sais ce que ça représente. Je connais toute l'histoire. C'est identifiable. C'est facilement identifiable. Ouais. Et surtout, je connais. Je sais tout ce qui s'est passé. Moi, je le vois en dessous de la Tour Eiffel. Je vois l'humiliation de l'armée française. Je vois les bombardements de Birmingham et de Coventry. Je vois évidemment la Shoah. Je vois les 60 millions de morts, voire 70 suivant les calculs, à cause de cet énorme taré. Donc forcément, un type qui fait le malin en s'habillant comme lui, moi, je vois rouge. Ouais. Mais, je veux dire, la plupart des gens autour de nous qui ont vu ça à peu près dans des films et qui ont pas une franche conscience, ou en tout cas pas aussi franche que la mienne, ils voient un type en Adolf Hitler et ils disent « qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, après, ils vont réfléchir et ils disent « ah non, mais attends, j'ai déjà vu ça dans un livre d'école. Ah oui, la croix, là. Non, mais c'est pas bien, ça. » Donc ça va monter crescendo et tout ça pour dire tu me dis facilement identifiable, oui, si on sait que les juifs s'habillent pantalon noir, chemise blanche, ont un petit chapeau bizarre sur la tête et qui portent des franges. Mais quand on ne connaît pas, on voit un type qui se promène comme ça, au mieux, on le voit et on fait pas gaffe, surtout à notre époque où tout le monde s'habille n'importe comment, et au pire, on se dit, c'est quoi ? Ouais. Donc là, la personne était... je veux dire, avoir des tzitzit, à avoir l'habitude pour, je croise un mec en vélo, putain c'est un juif, je me le fais. Je veux dire, comment on peut, et d'ailleurs visiblement personne ne remet en cause le caractère antisémite de l'agression, mais comment est-ce qu'on peut penser que ce n'est pas antisémite alors que le type a, je veux dire, le mec il était en mode radar, j'en ai trouvé un. Je me le fais. On est en pleine journée, 10h50 du matin. Il y a des caméras de vidéosurveillance. Là aussi, si on veut parler d'un règlement de compte, non, ça se fait dans une cave sombre, à coup de batte de fer dans les genoux. C'est un règlement de compte, ça se fait généralement à l'abri des regards. Là, comme tu l'as dit très bien, cible d'opportunité, j'ai repéré un juif, ben, ce jour-là, c'est bon, c'est pour moi, je me le fais. Ouais. Ce qui veut dire que, encore une fois, il y a quelque chose d'obsédant dans l'antisémitisme. Le mec, il est en boucle dessus pour les étudier, pour savoir à quoi il ressemble, et ainsi de suite. Ça se trouve, le type, il traînait autour de la synagogue de Strasbourg, qu'on peut pas trop louper quand on est à Strasbourg, quand même. Et encore une fois, l'avocat nous parle en disant il a un profil maghrébin. Bien, voilà, première partie d'émission. Oui. Maghrébin. Alors, on va peut-être avoir une énorme surprise. Hein. On va peut-être nous dire, oui, mais c'est un Maghrébin parce qu'il est originaire du Maghreb, mais en fait c'est un Juif et en fait l'autre avait juste baisé sa femme et il a voulu le finir. On va peut-être avoir une énorme surprise. J'y crois pas, très sincèrement, je n'y crois absolument pas. Je pense que si l'avocat a voulu dire les choses comme ça, c'est pour dire, c'est triste à dire, mais oui, on est encore face à un Maghrébin musulman de culture musulmane et de tradition musulmane qui, à un moment donné, se sent bien à défourailler du juif, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils ont déjà identifié et s'ils l'ont retrouvé. Je n'ai pas trouvé d'informations sur ça pour l'instant. Mais Pug, toi, par rapport à ce qu'on a dit sur le premier sujet, par rapport à cette deuxième agression, est-ce que tu penses qu'il y a en France, parce que nous, c'est la France qu'on connaît et c'est là-bas qu'on voit ces agressions, quelles seraient, d'après toi, les solutions pour endiguer ces attaques antisémites ? Et d'après toi, et si toi, tu étais aux commandes, si tu étais au gouvernement,
que ferais-tu? Et surtout, de par son inefficacité, et j'ai presque envie de dire son inaction, mais bon, ils réagissent, mais voilà, c'est timide. De par son inefficacité, est-ce que tu penses que voilà, cette inefficacité même du gouvernement français à pouvoir endiguer ce genre d'attaque et d'agression et de meurtre même, est-ce que tu penses que ça même, c'est pas finalement une forme d'antisémitisme dormant, larvé, c'est-à-dire que voilà, c'est pas très grave, quoi. C'est oui, au final oui, parce que en fait, on se fait complice passif en se disant non, si on essaye de véritablement régler ce problème de l'antisémitisme en France tel qu'il se développe depuis une trentaine d'années, on met encore un peu plus en danger la stabilité de la République, parce que on va se mettre à dos une population que l'on essaye en fait d'apaiser, que l'on essaye d'intégrer, que l'on essaye d'amadouer, et on va se mettre à dos également une grande partie de leur soutien actif ou passif, qui d'ailleurs noyote complètement le service public, y compris dans la haute fonction publique. Donc on est sur le sujet des Juifs, et de l'antisémitisme. Je pense que la France est en train de se dire si je choisis un camp qui est celui de la protection des Juifs efficace et franche, je crée de facto une forme de guerre civile. Alors toi, quel serait, voilà, si tu pouvais demain parler avec Darmanin, ministre de l'Intérieur, avec Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour lutter contre tout ça? Ben, je leur dirais déjà, il faut arrêter d'être ambigu. Il faut juste arrêter d'être ambigu. Actuellement, il faut admettre, aujourd'hui, en 2022, et ça fait déjà depuis, on peut dire quasiment 40 ans, depuis Sabra et Shatila, on peut quasiment dire que la simple existence d'Israël est en soi une excuse et une justification pour les violences antisémites d'origine musulmane, et que toute personne, en fait, croyant bien faire par moment, qui relaie la propagande anti-israélienne, politiciens et journalistes en tête, ben, en fait, se rend de complice d'incitation à la haine et au meurtre. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il va falloir regarder en face, et je vais me faire beaucoup d'ennemis dans mon propre pays en disant ça, mais comme disait Churchill, si vous avez des ennemis, c'est bien, ça veut dire que vous êtes tenu droit dans votre vie. Et oui, on peut pas à la fois dire mais on aime bien les Juifs et on reconnaît Israël dont nous sommes un allié, qui est un partenaire stratégique, et ainsi de suite. Et en même temps, dès qu'il y a un Palestinien qui tente de poignarder un Juif et qui se fait abattre, dire ah non, on condamne l'usage de la violence par l'armée israélienne et colonialiste et ainsi de suite. Stop à l'ambiguïté, quoi. Stop à l'ambiguïté. À un moment donné, identifier, c'est triste à dire, mais identifier qu'il y a un camp contre un autre et choisissez le camp qui vous convient et qui est conforme à vos valeurs. Et je comprends, je vais te dire, je vais faire un peu preuve d'empathie. Si je devais être face à Monsieur Darmanin ou à Madame Borne ou à Monsieur Macron, je leur dirais, mais je comprends votre panique. Je comprends votre paralysie. Le mal est tellement répandu depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, force de l'ordre, renseignement, justice, politique, mais tout le monde est dépassé. Tout le monde est dépassé. Donc je comprends, je suis pas en train de dire que c'est facile et que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Mais tu me disais qu'est-ce que moi je ferais? Oui. Je ne suis pas politicien, je refuse surtout pas ça. Mais moi, je propose que la République française, elle coupe ses liens avec l'autorité palestinienne.
qu'elle arrête les financements de l'autorité palestinienne et des agences de l'ONU qui financent les Palestiniens et qui financent surtout une éducation palestinienne bien teintée d'antisémitisme jusque dans les livres d'école et les programmes télévisés, qu'elle reconnaisse la simple réalité du terrain, c'est-à-dire que si M. Macron est invité à parler à la Knesset, il va aller à Jérusalem. Donc, il va aller à la capitale d'Israël. S'il ne reconnaît pas que Jérusalem est la capitale d'Israël, il dit non, moi je vais faire mon discours à Tel Aviv et vous m'amenez la Knesset à Tel Aviv. Parce que les Israéliens vont l'envoyer chier assez brutalement. Donc, François Mitterrand, pourtant décoré de la Francisque par Vichy, par le maréchal Pétain, enfin ex-maréchal Pétain, lui-même est allé se faire un discours à la Knesset, reconnaissant de facto le président de la République s'est rendu devant la représentation nationale israélienne à Jérusalem, dans le cœur de la législation du corps législatif israélien, et il a prononcé son discours. S'il ne reconnaissait pas Jérusalem comme capitale d'Israël, il n'aurait jamais foutu un pied là-dedans. Soit dit en passant, je pense que De Gaulle, qui était beaucoup plus au fait des symboles sur des choses comme ça, s'il avait pas voulu reconnaître Jérusalem comme capitale, il serait tout simplement pas allé à Jérusalem du tout. Donc, arrêter l'ambiguïté. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël parce que c'est là que se prennent toutes les décisions politiques et c'est là que sont tous les ministères, la Knesset et ainsi de suite. Donc, on reconnaît Jérusalem et on le dit. On le dit clairement, on dit c'est bon, nous, l'ambassade elle est à Jérusalem parce que l'ambassadeur il en a marre de faire l'aller-retour entre Tel Aviv et Jérusalem à chaque fois qu'il y a un problème. Parce que là aussi, je l'ai déjà dit plein de fois, lorsque l'ambassadeur est convoqué par, actuellement c'est Yair Lapid, parce que parfois j'ai du mal à suivre. En ce moment c'est Yair Lapid pour encore quelques semaines, oui. Quand il est convoqué ou même invité par Yair Lapid, l'ambassade de France, c'est-à-dire l'ambassadeur, au sens la représentation de la France en Israël, va à Jérusalem. Donc, arrêtons l'ambiguïté, disons Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Et que, en fait, on dise, stop, on a essayé, depuis 1948, on a essayé de favoriser une solution à deux États, on a essayé de favoriser des tas de trucs. Ça nous a coûté du terrorisme, ça nous a coûté des attentats sur notre sol, ça nous a coûté... Il y a eu plus de soldats français tués au Liban que en Afghanistan, par exemple, à essayer d'arrêter les combats d'abord entre les phalangistes chrétiens et les Palestiniens, et s'interposer entre Tsahal et les Palestiniens. Ça nous a coûté plus de soldats français qu'en Afghanistan. Donc, arrêtons l'ambiguïté. Le camp aujourd'hui qui est celui, je dis pas qu'Israël est parfait, très loin de là, la France non plus d'ailleurs, mais Israël est une démocratie fondée sur une tradition judéo-chrétienne, sur aussi une forme de démocratie grecque, parce que la représentation par la Knesset, tout ça, c'est un peu inspiré voilà, c'est inspiré. Donc, en fait, ils ont les mêmes fondements que nous. On a les mêmes fondements de droits de l'homme, de respect de la vie. C'est normal parce que la France aussi est judéo-chrétienne. Donc, en fait, il suffit de reconnaître nos véritables frères, et pas, moi je parle pas de frères ethniques, je parle de frères d'idées, et de se dire, ok, vous n'êtes pas parfait, et la France ne l'est pas non plus, et au lieu d'insister sur les défauts d'Israël, ce qui nourrit en fait le discours antisémite, eh ben la France a choisi son camp. Stop, on arrête. Mon conseil il est là. Et à partir du moment où on a fait ça, eh ben, il faut être extrêmement ferme. Les réseaux sociaux sont un cloaque antisémite. Il est temps que la République française dise, oh, stop. Là, maintenant, stop. On vous chope à faire de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, vous êtes bannis. Vous n'avez plus droit à Internet. Et les mecs les SFR et France Télécom qui vous fournissent une box, ils sont condamnables comme vous. Puisque les réseaux sociaux et Internet sont une vitrine de la vie publique, quelqu'un qui, dans la rue, crie un slogan antisémite, il va faire... idéalement, il faudrait qu'il fasse du trou. Même chose avec les réseaux sociaux. Et il ne faut pas que ce soit décidé par Facebook, en fait. Il faut que ce soit décidé par... Donc, c'est ça, c'est-à-dire que l'antisémitisme, qui est un délit dans la vie dans l'expression de tous les jours, orale ou écrite,
dans un journal, dans un livre ou Voilà. à la télé. Comme enfin, c'est bizarre que effectivement les réseaux sociaux échappent à Complètement. Alors, encore une fois, t'imagines le boulot des forces de l'ordre qui déjà s'en sortent pas, les greffiers qui sont pas assez nombreux, les juges. Si à chaque fois qu'il y a un mec qui dit mort aux sionistes sur les réseaux sociaux, il faut le condamner. Mais c'est pour ça que le président de la République, l'Assemblée nationale ont adopté, ou en tout cas cité, adopté, voté pour, même si c'est pas une loi et ainsi de suite, ils ont adopté la définition de l'antisémitisme de l'Institut IHRA, là, dans lequel il est clairement dit que l'antisionisme est un antisémitisme. Le président de la République l'a dit lui-même, tel quel. Donc, à un moment donné, stop. Donc toi, si tu devais donner des conseils aux dirigeants français, ce serait, premièrement, couper tout lien avec l'autorité palestinienne, reconnaître clairement Israël avec Jérusalem comme sa capitale une et indivisible, et reconnaître Israël comme un pays ami, ayant les mêmes frères, ayant les mêmes valeurs, les mêmes bases finalement. Et serait pour faire du ménage finalement dans ce que tu disais, que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi les ONG, l'administration, enfin voilà, et imposer une certaine discipline par rapport à ce sujet. Il va falloir commencer par le Quai d'Orsay, il va falloir dire, et ces gens-là sont des gens qui sont quand même aux ordres de la France et du peuple français. C'est pas eux qui sont censés dire ce que le peuple français doit être. Nous sommes justement en démocratie et ces gens-là qui sont encore en train de nous vanter une politique arabe de la France qui nous a jamais rien apporté, ni économiquement, ni stratégiquement, ni rien du tout en fait. Et ben ces gens-là, il va falloir leur dire, les gars, à partir de maintenant, on ne remet plus en cause Israël. Et c'est pas parce que le sujet de la Judée-Samarie c'est un bordel infâme que vous en profitez pour savonner la planche d'Israël. Israël est là pour rester. Israël fait partie de notre ADN civilisationnel en tant que Français, parce que, même l'onction des rois de France. Où est-ce qu'on trouve ça, si ce n'est dans la première onction du roi David, du roi Saül, ensuite le roi David, enfin l'huile versée sur la tête. Mais vous avez trouvé ça où dans les civilisations païennes de Germanie? Non, ça vient d'Israël. Donc, à un moment donné, il faut admettre que Israël existe, que Israël a toujours existé, peut-être pas en tant qu'État, mais en tant que peuple et en tant que volonté de nation. Et à un moment donné, il faut dire à tous les ennemis d'Israël, les gars, sur le chemin de votre destruction souhaitée d'Israël, il y a la France. Et on va pas se laisser faire. Et là, ça voudrait dire changer toutes les mentalités, former des gens, etc., reprendre tout à la base. Je te dirais que c'est utopique. Quelqu'un de sensé te dirait que c'est utopique. Oui, bien sûr, c'est complètement utopique, mais comme je l'avais dit dans un discours que j'avais fait à Marseille il y a quelques années, quand un juif me dit que c'est utopique, je lui dis, tu sais, attaquer l'armée des 135 000 Madianites avec 300 mecs armés d'une torche, c'est carrément franchement utopique, voire carrément suicidaire. Donc si en fait on connaît l'histoire d'Israël et les récits du Tanakh, notamment celui de Gédéon, mais il n'y a pas que celui-là, et qu'on dit que quelque chose est encore impossible, je dis, oula, c'est compliqué. Moi, je suis volontaire. Ils ont réussi. Quand tu prends les Larousse des années 1910, tu regardes Palestine, ils te disent, c'est le royaume des Juifs. Et aujourd'hui, on te dit, ah ben non, c'est les Arabes, ils se sont fait exproprier par des sionistes, et ainsi de suite. Ce qui veut bien dire que le discours a été changé en l'espace d'un siècle. Donc, utopique, non, ça a déjà été fait. Ça peut aussi changer dans l'autre sens. Bon. Oui, et dans l'absolu, moi, ça fait 8 ans que j'y suis, donc il me reste quoi? Il me reste 102 ans à peu près à tirer avant de... Pug, écoute, merci encore merci pour tes éclairages. Merci. On suit ces deux affaires-là en espérant qu'elles connaissent des conclusions
juridique plus, on va dire, plus juste que ce qu'on a eu par le passé. Merci voilà, d'être encore là, présent dans ces 50 nuances d'antisémitisme que nous présentons ensemble. Je te dis à la prochaine fois. À la prochaine. Et puis on retiendra aussi que tu crois au miracle. Oui, parce que, et c'est même pas du miracle, vu que ça a déjà été fait, donc c'est de la science, il suffit de s'y prendre correctement et d'avoir la patience qui va avec. Surtout quand, en fait, pendant quasiment 2000 ans, c'était le discours. Je veux dire, quand dans les rues de Paris, lorsque Dreyfus se fait dégrader, on entend « sale juif, retourne en Palestine », oui. Fin 19e. Ils étaient antisémites, mais au moins ils savaient l'histoire. Fin 19e. Pug, merci beaucoup. Merci pour tes éclairages. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur 50 nuances d'antisémitisme et sur Tandem. On vous dit à la prochaine, en espérant que petit à petit, on ait de moins en moins de sujets à traiter. Merci à vous. Merci Pug. Bonne fin de journée, bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.